Tu sais à quoi me fait penser ce cratère? Aucune idée, je m'en fous. À cet immense portail. À New York. Ça te rappelle pas ça? Tu ne m'auras pas, je ne veux pas qu'on en parle. Est-ce qu'ils vont revenir? Les extraterrestres? Possible. On arrête là? Ménage-moi un peu, je te dis que j'ai des crises d'angoisse. Tu veux pas qu'on en parle? Ça te rend peut-être mal à J'aimerais mieux. l'aise. Laisse-moi respirer une seconde. Est-ce qu'il y a des méchants ici? Est-ce que tu veux un sac plastique pour respirer dedans? Et est-ce que tu as des médicaments? Non, Est-ce que tu dois en prendre? peut-être bien. Syndrome post-traumatique? J'ai pas l'impression. Et ce serait pas carrément une psychose? Je peux arrêter. Tu veux que j'arrête? Si tu veux que J'aimerais j'arrête, je bien vais que tu te arrêter. taisses parce que tu vas pas tarder à me faire flipper. Now might be a really good time for you to get angry. Bienvenue au podcast Premier Visionnement. We know each other. He's a friend from work. Aujourd'hui, on parle d'un film de l'univers cinématographique de Marvel. This is the fight of our lives. Bien entendu, avant de commencer à écouter le podcast, je vous suggère fortement d'écouter le film car on va spoiler le film complètement. Bonne écoute. Avengers! Assemble. Bienvenue à New York. Aujourd'hui, on parle de Iron Man 3, sorti en 2013 et réalisé par Shane Black, avec Robert Downey Jr., Gwyneth Paltrow, Don Cheadle, Guy Pearce et Ben Kingsley. Je suis Mathieu et je considère pareil renommer le podcast Iron Premier Visionnement ou Iron Visionnement ou quelque chose en même. En tout cas, je vais vous garder au courant là, dans les prochaines semaines, mais ça pourrait être une idée. Alors, bienvenue dans la rétrospective là, des films de Marvel. Puis, dans le fond, on va se commencer à vraiment s'embarquer là, dans toute la rétrospective Marvel. Si vous avez remarqué, si vous écoutez comme le podcast, là, vraiment, là, au moment que je distribue ou publie les épisodes, ben, on est une demi-semaine, on n'est pas dans la semaine normale. Un peu qu'est-ce que j'ai fait là, dans les dernières semaines avec les films de Mortal Kombat, puis tu sais comme que je fais normalement avec les émissions là, de Star Trek Discovery ou Star Trek plutôt le Strange New Worlds. Ben c'est ça, on est comme à mi-semaine. Et c'est quelque chose que je me suis dit, bon ben c'est peut-être mieux de faire ça de même, qu'on fasse ça dans le contexte que si maintenant je veux la faire, la série, ben il faut que je la sorte, il faut que que dans le fond, il faut que ça soit un peu plus régulier pour vraiment embarquer là, dans chaque épisode. Sinon, ben le temps là, que je veux dire que je réussisse à finir là, à ce rythme-là, finir tous les films de Marvel et d'un côté, ben, tu sais, même personnellement, je sais que j'ai toujours montré au podcast là, que j'étais pas très Marvel. Mais tu sais, d'un côté, j'ai pas mal vu tous les films. Là. En tout cas, la plupart, là, dans toute la phase là, qu'on va parler, là, la deuxième phase là, qui commence aujourd'hui, ben c'est la plupart, je les ai toutes vues au cinéma, puis quand même là, dans la troisième aussi. Là. Fait que, tu sais, c'est quelque chose quand même que j'apprécie comme franchise. Fait que, tu sais, bon, j'ai toujours une partie de DC de moi. Mais c'est quand même une franchise que j'aime. Tu sais, comme, mettons, comme quelqu'un qui peut aimer Star Wars et Star Trek, ok, moi je préfère Star Trek, mais j'apprécie beaucoup Star Wars énormément. Tu sais, c'est vraiment comme un peu à côté, pareil. Puis c'est ça n'empêche pas, tu sais, la franchise Bourne que j'ai parlé, là, la franchise de James Bond. C'est des franchises que j'adore en parallèle, mais Mission Impossible. Ça veut pas dire que t'aimes un que tu peux pas aimer l'autre. Fait que, tu sais, dans le fond, je voulais vraiment m'embarquer là, dans la franchise. Puis c'est ça qu'on fait aujourd'hui, parce qu'on commence vraiment. Ça fait quelque chose comme 2 ans où j'ai commencé là, la rétrospective avec le premier Iron Man. Puis dans le fond, là, si mettons on veut comme avancer là-dedans. Puis vraiment là, comme juste vraiment tout imprégné, tout ça. Puis même pour vous aussi, que ce soit plus intéressant qu'avoir juste un film une fois de temps en temps, une fois par 6 mois chaque année, d'avoir un ou deux, c'est à quelque part, je me dis, c'est pas vraiment intéressant. Fait que je me dis, bon, ben, on va y aller all out.
Puis on va couvrir là, la franchise comme en parallèle avec ce que je fais normal. Ça veut pas dire qu'il n'y aura pas des épisodes là, qui va être l'épisode de la semaine aussi, là, parce que quelque part c'est énormément de travail. Mais ça va être comme le deuxième feed, un peu comme j'ai fait là, avec les James Bond, où c'était vraiment comme n'importe quoi qui était le film de la semaine. Puis après ça, ben, la deuxième partie de la semaine, là, j'avais un film de James Bond, puis ça a été là jusqu'à No Time to Die. Fait que là, dans le fond, le but, c'est de se rendre au dernier film, là, le Avengers 6, là, dans le fond, le film là, de Secret Wars. Puis normalement, la franchise, toute la rétrospective devrait finir pas mal kiff-kiff. Mais là-dedans, on devrait couvrir tout l'univers de Marvel aux 2 semaines, dans le fond. Il y a des 2 semaines qu'on va sauter pareil, là, tout dépendant. Il y a des sorties de films, puis quelque part, là, juste pour avoir des breaks un peu au travers. Là, mais en général, là, ça va pas mal être tout le temps aux 2 semaines. Puis des fois, au travers de ça, ben ça va être quasiment des doublons Marvel, où ce qu'on va parler des fois de Spider-Man aussi. Puisque c'est pas du MCU, mais c'est des affaires que je veux couvrir un peu comme que j'ai fait avec les X-Men, des affaires de même. Ben. Des fois, les films de la semaine, ça va être les Spider-Man, puis dans le fond, il va y avoir des films là, du MCU quand même au travers de ça. Mais c'est pas la même branche. Fait qu'en même temps, ça vous donne aussi l'option d'embarquer là, dans 2 rétrospectives différentes pour faire une surabondance de quelque chose. Fait que en même temps, ben, vous pouvez arriver, puis on finit la rétrospective, puis vous allez en arrière, là, après ça, puis vous finissez toute la rétrospective d'Iron Man, du MCU, quelque chose de même. Que, mettons, bon, dans un futur, peut-être, je vais faire Robocop. Ben, je vais embarquer, là, je vais parler de... Les films de Robocop, même vous finissez d'écouter la rétrospective de Robocop, ben vous voulez sauter là, dans la phase 3 ou 4 ou peu importe où ce que je suis rendu dans le temps, ben c'est ça, c'est après ça, ben vous écoutez la phase, mais la phase est déjà sortie, fait que en même temps, ben, ça vous permet beaucoup là, de binger en même temps, les affaires de même, là, de votre côté. Puis je pense que c'est quasiment le meilleur des 2 mondes de faire ça de même, là, tandis que juste comme tout les répartir un peu partout. C'est sûr que je jongle un petit peu avec l'idée aussi de quoi faire avec les films de Star Trek aussi. Là. Ça, pour l'instant, là, c'est un peu sur la glace. Là. Ça va être quand même encore un peu éparpillé un peu partout, là, mais on va voir ce qu'on va faire avec ça. Là. Fait que le film de Iron Man 3. On avait le réalisateur Jon Favreau qui était là pour les 2 premiers films. Dans le fond, il va revenir en tant qu'acteur là, dans le film aujourd'hui, mais quand il a fait le 2e film, il était beaucoup en... Ben, dans le fond, il avait vu là, comme la pression de qu'est-ce que Marvel voulait faire. Faut s'entendre que c'était l'épisode 3 dans cette rétrospective-là, où ce que c'était le film... dans le fond, c'est vraiment là où ce que Marvel a commencé vraiment à aligner ses affaires pour faire leur univers, le MCU. Puis, dans le fond, ça mettait beaucoup de pression sur Jon Favreau. Puis lui, ben c'est ça, c'était pas vraiment sa vision qu'il voulait faire là, pour le film d'Iron Man 2. Puis, en tout cas, j'en ai parlé, là, quand j'ai parlé de ce film-là. Là, il y a un bon bout de temps de ça. Là, ça fait à peu près 6 mois de ça que j'ai parlé de ça. Mais c'était pas le film que je préférais. Là, dans le fond, je vais le dire tout de suite, là, pour l'instant, là, c'est juste qu'arrivé en ce moment... c'est le pire film là, du MCU là, à date. C'est ça. Fait que lui, en même temps, c'est ça. Il était pas vraiment chaud à l'idée là, de reprendre le contrôle de ça. Il voulait quelque chose de faire des choses plus côté indépendant puis moins d'interférence studio. Fait qu'il est parti faire d'autres affaires pendant ce temps-là. Et c'est ça, bien sûr, on a eu le succès d'Avengers au travers de ça aussi, là, l'année précédente. Le film a été construit un petit peu avant le film d'Avengers, mais avec toute la pré-production, vous allez faire de même, là, qui était quand même là, pendant Avengers, puis la post-production pendant Avengers, vous allez faire de même. On est arrivé avec, dans le fond, le réalisateur Shane Black, que lui, c'est un écrivain aussi là, de films. Là. Il a écrit Toutes les larmes fatales. Il a écrit Le Prédateur, là, que j'ai déjà parlé, là, le film de 2018, là, qui est un film horrible, mais c'est quand même... c'est son écriture à lui.
Mais lui, il avait travaillé avec Robert Downey Jr. en 2005-2006 dans ces eaux-là avec le film Kiss Kiss Bang Bang, que dans le fond, il avait aimé beaucoup travailler avec. Et ça l'avait mis. Tu sais, Robert Downey Jr., on a parlé, il y a eu un moment sombre dans sa vie, puis après ça, il a voulu rebâtir un peu là, sa carrière, puis un peu les confiances avec les gens, tout ça. Puis ça a été un de ses premiers projets là, comme de retour un peu. Et ça a bien été pour lui. Fait que ça a été un des premiers choix là, que Robert Downey Jr. a mis là, de l'avant quand on cherchait un réalisateur pour le film. Encore là, ben, tu sais, ça le démontre quand même avec le film d'aujourd'hui que Jon Favreau n'avait pas vraiment là, de. Ben, tu sais, dans le fond, il était un peu à l'aise avec ça. Mais en même temps, j'ai l'impression que même avec Iron Man 2, puis les critiques, vous affaires de même, j'ai l'impression que dans le pire des cas, peut-être aussi, on l'a comme suggéré un petit peu, peut-être là, que c'était peut-être plus pour lui, quelque chose de même, mais si ça l'était vraiment ce cas-là, peut-être qu'il n'aurait pas apparu aussi aujourd'hui, là, mais en tout cas, c'est peut-être un peu tout ça ensemble, là, mais selon Jon Favreau, tout est bien correct là, de son côté, puis il était très en arrière là, du projet là, pour changer de réalisateur. Fait que bien sûr, après la sortie d'Avengers, qui était un des films les plus rentables de toute l'histoire, on savait là, que la suite, dans le fond, là, le film d'aujourd'hui, là, c'est pas Avengers 2, mais le film qui allait suivre après allait probablement avoir plus de demandes ou d'exigences, dans le fond, qui allait être vu par un plus grand public. En plus, c'est la fin là, d'une trilogie avec Iron Man qui avait bien parti au tout début. Fait que, on avait un budget là, de genre 140 millions, puis on a boosté ça aussi là, pour juste à 200 millions là, comme budget pour tout augmenter ça. Dans le fond, là, ça va être le 50e anniversaire aussi du personnage de Iron Man. Fait que, tu sais, tout ça ensemble, ça fait qu'il faut comme célébrer en grand. On est la fin de la trilogie, on est à la suite d'Avengers. Puis dans le fond, là, on veut faire ça tout bien marquant là, pour le film qu'on va parler aujourd'hui. Alors, le synopsis du film va comme suit. Après les événements de The Avengers, Tony Stark souffre de stress post-traumatique et se réfugie dans les créations compulsives d'armure. Lorsqu'une série d'attentats revendiqués par un mystérieux terroriste nommé le Mandarin, et je vais faire une parenthèse, je vais faire vraiment attention pour pas dire le Mandalorien tout le long du film, là, parce que c'est comme ça que ça n'arrête pas de sonner dans ma tête, là, mais en tout cas, rééditez ça dans votre tête quand je dis Mandalorien, on parle du Mandarin. Lorsque, par un mystérieux terroriste nommé le Mandarin, frappe les États-Unis, Tony voit son monde s'écrouler. Privé de ses ressources et isolé, il doit enquêter seul pour découvrir la véritable menace. Un complot mené par le scientifique Aldrich Killian, lié à un dangereux programme nommé Extremis. Pour sauver ceux qui l'aiment, Tony devra affronter ses peurs et redéfinir ce que signifie être Iron Man. Fait que le film, il y a vraiment beaucoup d'idées qui passent dans le film. Là, on parle de démons du passé avec c'est ce qui se passe là, genre 12-13 ans là, avant le début du film. Et que dans le fond, même si Tony Stark a changé, il y a des événements de ce passé-là, dont le personnage de Killian et le personnage de Maya qui vont revenir le hanter. Bien sûr, il y a beaucoup de il y a une partie post-traumatique de tout ça, mais pas liée avec ça, mais on parle de tout ce qui s'est passé avec la fin de Avengers et puis comment ça va l'affecter, comme qu'il va partir là, dans une dérape, puis après ça, c'est ça va être comme un peu là, le cheminement là, à Tony Stark de reprendre contrôle de sa vie. Après ça, on va parler là, il y a vraiment plusieurs idées. Là. On parle de commercialisation. Comme le personnage là, de War Machine qui va devenir Iron Patriot.
Puis, tu sais, le côté aussi là, de téléviser le Mandalorien, là, tu sais, bon, c'est pas la commercialisation, mais c'est un peu similaire, là, le côté de qu'est-ce qu'on... l'apparence, parce que dans le fond, lui, c'est une poupée sur le côté, la télé, des affaires de même. Puis, c'est ça, tu sais, c'est comme un peu tout puis ça, c'est des affaires que j'aime, là, à quelque part, où on fait juste faire une métaphore avec la vie ou des affaires de même, là, puis on fait juste jouer avec ça, là, dans la tête des gens. Puis après ça, ben c'est bien sûr, tout ça ensemble, il y a tellement plusieurs idées, puis en même temps, ben c'est ça. C'est un peu qu'est-ce que Tony Stark vit là, dans le film, puis tu sais, avec même la métaphore là, de toutes les suits d'Iron Man qu'il fait, puis tu sais, dans le fond, tu as comme toute l'idée à quelque part que toutes ces idées vont partout. Il n'est pas capable de garder le focus. Puis c'est ça, tu sais, ça va être tout le cheminement là, du personnage là, joué par Robert Downey Jr., de refocuser sa vie là, et de se dédier là, à un personnage de Pepper Potts. What kind of feeling? I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling, and I'm high on believing that you're in love. Alors, le film, moi, je l'ai vu, je crois bien, au cinéma là, dans le temps. Puis c'est ça dans le fond là, c'est quasiment la deuxième fois ou troisième fois peut-être que je dois l'avoir écouté en Blu-ray là, quand je l'ai acheté là, à l'époque. Ça va être dans un ou deux films là, à quelque part là, je vais avoir comme tout non ça va être plus loin que ça, mais je sais que je les ai déjà réécoutés comme j'ai déjà parlé là, dans la rétrospective, mais c'est ça, fait que c'est mon retour là, après quand même plusieurs années. Là, puis vraiment pour me rappeler du film. Là. Honnêtement, je m'en rappelle pas du tout. Là. Si je l'ai vu 2 fois avant, il y a des affaires que j'avais des petits flashs, là, mais je vais en parler tout le long. C'est vraiment... Il y a juste une tournure, la tournure là, du mandarin, quelque part, que je savais qu'il y avait ça à quelque part, puis ça a été assez controversé, les affaires de même. Puis c'est une des seules affaires que je pouvais me rappeler là, du film. Mais tout le restant là, est pas mal, là, ben, le méchant, les affaires de même, là, des détails de même, mais toutes les petites tournures, les affaires de même, là, j'étais pas trop certain. Fait que le film commence avec un logo de la Paramount. Je crois que ça va être la dernière fois qu'on va voir le logo de la Paramount. Paramount ont vendu leurs droits là, pour distribuer, dans le fond, tous les films là, du MCU à partir là, de, je pense que c'est le film de Avengers, mais dans le fond, ils gardaient quand même le nom en premier plan. Là, c'est ça qu'on voit. Puis dans le fond, ben, c'est ça. Le film est maintenant distribué par Disney, mais ça faisait partie de leur entente. Puis là, ben, on peut se dire, bon, ben, Disney et Paramount qui font des alliances d'un côté de même. Là, ben, même il y a 2 films là, que j'ai couverts là, qui vont sortir plusieurs années plus tard. Le film là, de Terminator 6, Le Sombre Destin, et Indiana Jones 5, le Cadran de la Destinée. Là, c'est des films là, qui ont été faits en alliance avec Paramount. Là, fait que c'est des choses qui se font là, une fois de temps en temps, là, des gros studios là, qui vont sortir des films. Mais dans le fond, ben, c'est ça. C'était Paramount là, qui avait les droits de distribution avant. Puis dorénavant, là, je crois bien, d'après ce que je peux comprendre, à partir du prochain film là, qui va être Thor, ben ça va être Disney là, qui va s'en occuper. Là. Fait que on tombe en New York 1999 où ce que on est un film pré-Iron Man, là, on est plusieurs années, là, quelque chose comme 9 ans avant ou 8 ans dans le fond avant le premier film, où ce que Tony Stark était il était un con carrément là, bon. Il était dessus, je l'ai parlé là, quand j'ai parlé d'Avengers, il était un petit peu aussi là. Mais on retrouve Robert Downey Jr. toujours en forme. Dans le fond, là, c'est le deuxième film que je trouve qui est vraiment pas dedans. Il y a quelque chose là, qui marchait pas dans le deuxième film, mais il revient là. Dans le fond, si c'est sa dernière sortie, il va sortir comme un bang. C'est peut-être sa meilleure même performance dans les 4 films là, en calculant là, Avengers, c'est probablement la meilleure performance là, de Robert Downey Jr. dans le film. C'est sûr que je trouve qu'il va y avoir un script beaucoup plus profond, là, beaucoup une histoire là, de tout cheminement du personnage, d'affaires dans même là, des affaires que j'aime beaucoup là, qu'on voit là, dans plusieurs films.
Puis c'est ça. Là-dedans, dans le fond, c'est juste voir un peu là, comment il était un peu. Est-ce qu'il s'en foutait ou pas? Là? Il y a le personnage là, de Maya là, qui est joué là, par Rebecca Hall. Rebecca Hall, que j'ai parlé une couple de fois là, dans le Monsterverse. On avait pensé à Diane Kruger, Gemma Atherton, Isla Fisher. Puis finalement, on s'est ramassé avec Rebecca Hall. Mais dans tout ce début-là, puis même le personnage là, de Killian là, qui embarque là-dedans, là, il y a de l'air là, toute d'une tronche, métier malpropre. Puis dans le fond, que Tony Stark le prend pas au sérieux. Puis finalement, c'est ça va venir le hanter. Mais je pense qu'on va embarquer avec l'idée là, que juste pour placer là, les personnages. Puis dans le fond, ça me fait penser beaucoup à Iron Man 2 avec le personnage là, qui était joué par Sam Rockwell. Ça c'est très similaire dans le fond. Il y a beaucoup de similitudes, mais déjà là en partant, je vais embarquer plus avec Guy Pearce. Puis dans le fond, toute la manière que tout est construit, là, juste la mise en. Peut-être le premier acte, mettons, là, tout ce qui est mieux placé, là, je trouve, avec les personnages, tout ça. Mais c'est ça, on avait plusieurs débuts qu'on avait essayé là, d'embarquer. On voulait peut-être aller dans le passé de Tony Stark avec sa mère, puis que ça aurait montré qu'il y aurait peut-être dans un passé, une fois qu'il a créé la soude d'Iron Man, il aurait peut-être créé ça pour sa mère, des affaires de même. Là, c'est des affaires qu'on a coupées finalement, mais ça a été filmé. Sinon, on a quand même le film, dans le fond, il devait être 3h15. On a le gros montage ils ont tout collé ça ensemble, 3h15. Fait que, ils ont dû couper. Puis ça, c'est sans générique. Là, fait que, dans le fond, ça aurait été genre 3h30 là, avec générique. Fait que c'est sûr qu'il faut qu'ils coupent ça. Mais ils sont tombés avec un film là, de 2 heures à peu près, là, avec le générique en plus. Là, fait que, ils ont coupé quand même 1h15 du film. Mais j'imagine que c'est pour ça, un début, rajouter tout ça ensemble. Je pense que c'est un choix qu'ils ont bien fait, là, quelque part. C'est quand même assez streamliné, le film. Mais je regardais les scènes bonus sur le Blu-ray. Puis honnêtement, là, il y a genre 15 minutes là, de couper. Puis il manque 15 minutes. Puis je regardais toutes les scènes. Puis il y a beaucoup comme de scènes reprises ou des affaires dans le même. Là, fait qu'il y a quand même pas beaucoup qui sont démontrés là, dans les scènes coupées. Il y a peut-être genre 8 minutes là, de scènes coupées, mais sinon, c'est toutes des scènes alternatives ou des vraiment plusieurs scènes alternatives de la même scène. Là. C'est vraiment là, pas très très plaisant à regarder, honnêtement. Là. J'ai vraiment pas aimé là, les scènes supprimées. Il n'y avait rien de vraiment intéressant. Là. Sinon, on a dans le commentaire audio, on a le réalisateur Shane Black et l'écrivain du film là, il s'appelle Pierce quelque chose là, pas Guy Pearce là, c'est ça, c'est l'acteur qui joue dans le film là, mais c'est ça, les autres qui parlent ensemble tout ça, puis qu'après ça ils parlent là, des scènes qui ont été filmées mais qui ont finalement là, pas qui ont coupé pour le film. Mais c'est ça, fait que dans tout ça, on voit Stark là, avec sa relation avec Maya, puis que finalement, dans le fond, ils couchent ensemble, puis le lendemain matin, il va quitter. Il va y laisser une carte avec des idées, tout ça, mais il se rappellera pas de ça le lendemain. Mais dans le fond, est-ce qu'il se fout de sa tête? Même plus tard, est-ce qu'il se fout de... je reste poli, là, je fous de sa tête, de sa gueule en bout de ligne, là, mais est-ce qu'il fait ça, là, honnêtement, juste pour coucher avec elle? Je pense que c'est plus ça, puis... on va leur parler de ça tantôt, mais en même temps, c'est pour le personnage de Killian aussi là, qui va l'attendre sur le toit. Là, parce que là, dans le fond, on est le réveillon là, du jour là, de. Pas le jour de l'an, là, dans le fond. Lui, Killian, joué par Guy Pearce. Lui, je pense que je l'ai parlé là, dans Prometheus, puis sa suite, là, Alien Covenant. Il y a quelque chose, dans le fond, là, dans juste sa structure faciale là, qui me déstabilise tout le temps. Puis, je veux dire, c'est pas de sa faute. Là, je suis pas en train de rire de lui à rien. Là. Mais il y a toujours un petit quelque chose. Puis, la manière qu'il va apparaître au début, où il y a vraiment de l'air là, de quelqu'un là, qui a un problème là, d'hygiène, puis après ça, il va réapparaître un peu plus tard, tout habillé en James Bond quasiment. Mais vraiment, c'est comme un caméléon, là, cet acteur-là, rendu là, qui peut vraiment là, comme jouer là, les deux côtés, puis il joue parfaitement. Comparé à Marky Rourke dans le dernier film, là, je parle de Iron Man 2,
On a du bon calibre. Là. Dans le premier film, on avait Jeff Bridges, on avait Mike O'Rourke dans le deuxième, puis on a Guy Pearce dans le film d'aujourd'hui. On a vraiment 3 acteurs là, puis qui vraiment là, qui vont chercher quelque chose. Honnêtement, là, c'est chapeau là, d'avoir. Il n'y a pas de mauvaise version de chacun. C'est vraiment 3 performances là, qui vont se démarquer là, dans les films. Fait qu'une fois qu'on établit tout ça, ben finalement on va sauter là, dans le présent, là, on imagine 2013, où est-ce que on est toujours post 2001 avec les attentats terroristes, des affaires de même, mais tu sais, je trouve qu'on est comme un peu, on dirait, un retour en début là, 2000, avec justement là, les attentats terroristes, les attentats du 11 septembre, des affaires de même, là. Ça fait très ça, mais tu sais, c'est bon, mais tu sais, on est toujours un petit peu, là, je pense que c'était le régime Obama là, à ce temps-là. Mais c'est ça, on a le personnage là, du mandarin là, qui est joué par Ben Kingsley. Puis, tu sais, dans le fond aussi, j'enlève rien à Ben Kingsley aussi, mais c'est ce qui est plate, c'est que ce que je peux comprendre, c'est que le personnage du mandarin, c'est un personnage là, classique là, dans, je sais pas si c'est le Nemesis au personnage d'Iron Man, mais d'après moi, c'est ce que j'ai pu comprendre, là, c'est le Joker au Batman, c'est vraiment là, le personnage là, qui est comme l'ultime là, contre Iron Man, et que ce qu'on va faire avec aujourd'hui, ben c'est ça, tu sais, dans le fond, il y a beaucoup de fans là, qui vont critiquer ça, puis dans le fond, ben c'est ça, c'est ce que je m'attendais, là, c'est une des seules et uniques affaires là, que je me rappelais du film, mais c'est ça, initialement, là, on devait avoir Hiroki Sanada là, qui allait faire là, ce personnage-là. Je pense que j'aurais aimé ça aussi là, avec lui. Là. Cet acteur-là, bien sûr, je vais en parler là, dans quelques semaines, là, quand on va parler là, du nouveau film là, de Mortal Kombat 2 que j'ai vraiment hâte. Pas qu'il y a de l'air bon, là. Il y a pas de l'air. En tout cas, d'après ce que juste des petits flashs, des affaires de même, là, puis les l'onde qui court alentour, là, en tout cas, on verra bien. Mais c'est ça, c'est toute l'idée terroriste. Il y a des bombes qui ont sauté un peu partout, puis en tout cas, c'est toutes ces affaires-là. Mais c'est ça, dans le fond, je vais parler un petit peu rapide là, du lien là, aussi. Là. Il y a le côté, là, il y avait Killian là, qui avait que lui-même, il va aller reparler là, avec. Il s'est lié quelque part avec Pepper Potts, qui est toujours joué par Gwyneth Paltrow. Gwyneth Paltrow, je pense qu'elle va avoir dans la trilogie. Je pense que, tu sais, elle va être là au début, elle va être là à la fin, mais tu sais, dans le fond, elle va faire quasiment quelque chose de plus là, qu'elle a fait là, c'est le plus qu'elle va faire là, dans les 3 films aujourd'hui, mais toujours égale à elle-même. Elle me dérange pas, mais elle est pas extraordinaire. Elle a quand même une petite présence pareille, mais tu sais, elle va vraiment là, être de toutes les autres performances aujourd'hui vont y faire de l'ombre. Il y a tellement de monde aussi là, dans le film aujourd'hui, là, mais Killian arrive avec l'idée là, de Extremis, puis sa compagnie là, AIM, qui Artificial Intelligence Military, quelque chose de même là. Mais tu sais, il voulait placer ça sur place, mettre ça dans l'histoire. Puis là, je me dis, c'est là que je vois tout de suite là, des parallèles avec Sam Rockwell là, du deuxième film. Puis que c'est très similaire, mais tu sais, je pense que c'était Hammer qui s'appelait. Puis que c'est comme dans le fond sa compagnie ne marchait pas, mais qu'elle marche mieux le côté de Killian. Mais tu sais, je trouve que c'est très très similaire. Mais ce qu'on va faire avec Killian, c'est que dans le fond on va combiner un peu ce qui était Hammer et Whiplash dans le deuxième film. Ben là, on va carrément là, en faire en un personnage, là, juste le personnage de Killian qui va être ils vont l'appeler même le mandarin. Je savais que ça allait arriver. Là, le mandarin à la toute fin aussi, là, dans le fond, pour un peu fusionner ça. Mais c'est ça. Je trouve qu'on va faire un meilleur job là, dans toute la création là, de Killian dans le film aujourd'hui. Puis c'est ça que je dis. Dans le fond, c'est juste parce que c'est pas... on a le personnage de Happy, là, toujours joué là, par Jon Favreau, que lui, quelque part, juste parce qu'il voit Killian, il va commencer à le suivre. Il va se dire juste, bon, ben c'est quelqu'un qui arrive, tout ça. Puis pourquoi que Pepper elle n'embarque pas avec peut-être son projet, c'est sûr qu'elle va pas laisser Robert Downey Jr. Là, c'est son chum, peut-être mari aussi. Je sais pas trop. Non, je pense qu'ils vont se marier à la toute fin du film.
Mais il va quand même tout d'un coup là, regarder d'un œil sceptique, tout ça, mais est quand même emballé un peu là, par tout son projet, tout ça. Puis dans le fond, là, c'est juste parce qu'il est comme anti en guillemets, là. De la manière qu'il est présenté, je veux juste dire ça de même, là, de la manière qu'il est là, il est juste en personne d'affaires, tout ça. Mais c'est ça, Happy, ben là, il a comme son œil dessus, lui il dit, bon, ben là, il y a quelque chose de croche. Il y a une scène supprimée qui montre quand même là, que Happy va, il va rentrer un peu en altercation là, à son henchman, là, le personnage là, de Savin, puis dans le fond, c'est là que peut-être que cette scène-là, il aurait dû la laisser. Parce que là, c'est comme ça démontre qu'il y a quelque chose là, qui est louche aussi. Mais sinon, quand on a coupé cette scène-là, ben, je me posais la question, pourquoi est-ce que Happy il s'acharne sur le côté là, de Killian, là, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a vraiment là, à être à avoir un soupçon sur lui. Là. Fait que dans toutes les coupures qu'ils ont faites, là, celle-là, il aurait dû la garder juste pour qu'on comprenne. Mais sinon, ben c'est ça, tu sais. Fait que ça, c'est. Ça continue sur son côté. On a rétabli un peu tous les personnages, tout ça. Tout le monde revient. Puis ça, c'est le fun aussi. Le personnage de Happy n'aurait pas été obligé de revenir, dans le fond. Là, si le réalisateur n'était pas là, tout ça, c'est plus que c'était le réalisateur dans le premier film, puis le deuxième, ben, il aurait peut-être pu dire bon, ben, je vous laisse faire vos affaires. Ça a l'air quand même que il y avait une bonne chimie entre les deux là. En tout cas, c'est peut-être aussi les raisons officielles aussi là. En tout cas, c'est pour ça que je sais pas trop quoi en faire là. Des fois il y a des raisons officielles aussi où ce qu'on dit bon ben tout le monde est capable de piler sur leur orgueil, des affaires de même là. Mais c'est ça, fait que aussi l'autre côté, ben on a le retour là, de Don Cheadle là, dans le personnage là, de Rhodey, James Rhodey là. Qui va avoir beaucoup plus de place aujourd'hui, puis beaucoup plus à l'aise dans le personnage, contrairement au deuxième film, où il était peut-être un peu en bas. Ben, tout était poussé dans le deuxième film, mais cette performance, là, puis dans le fond, il est introduit avec James, avec Tony Stark un peu plus loin. En train là, de prendre une bière avec. Puis, tu sais, je sens vraiment là, comme l'amitié entre les deux personnages. Quelque chose que c'est ça. Tu sais, je veux dire, je regrette pas, là, dans le fond, là, qu'on a enlevé là, le personnage là, de Terrence. Parce que l'acteur du premier film, là, c'est juste Terrence là, qui me vient en tête, là, mais c'est ça. Honnêtement, là, je suis content là, que peut-être qu'il aurait fait une bonne job aussi, là, mais bon, on est rendu où ce qu'on a comme. C'est rendu Don Cheadle. Peut-être qu'on avait abusé un petit peu dans le deuxième film. Là, peut-être qu'on aurait dû peut-être moins l'avoir. En tout cas, ça, c'est une discussion qui reste dans le deuxième film. Mais là, lui, c'est ça. Il est toujours War Machine, mais qu'on a rebaptisé le personnage de Iron Patriot. Qui est comme en tout cas qui est très patriotique à partir de là. Ça a l'air que c'est un personnage qu'on a pris du comic. Il y a plein d'affaires. J'ai parlé d'extrémistes tantôt. Ça a l'air que ça vient. Moi, j'ai lu aucune BD là, pour le film d'aujourd'hui. Ça veut pas dire que je vais pas en faire là. C'est juste que je n'ai juste pas eu le temps là, de lire une BD tout simplement là. Mais tout le film aujourd'hui est basé là, sur une histoire de 6 comics là, qui était l'arc d'Extremis. Mais tu sais, c'est quand même à la base là, des affaires. Même un personnage là, de Killian apparaît là-dedans, mais il meurt au début. Il y a beaucoup d'affaires. Là. C'est juste comme quasiment des clins d'œil, comme le mandarin, comme j'ai parlé tantôt. Il y a un personnage de Taggart aussi là, qui lui va exploser là, un peu plus tôt, dans quelques minutes où je suis rendu. Là. Que dans le fond aussi c'est un clin d'œil d'un autre personnage. C'est comme tous les personnages qui vont rentrer dans l'histoire. Puis même le Iron Patriot. Qui était la version Iron Man, mais joué là, dans le fond, là, c'était Norman Osborn, là, le Green Goblin, là, dans l'univers de Spider-Man, là, qui avait fait sa soute de Iron Man. Mais c'est ça, là, ils ont mis ça, là, que c'était James Rhodes qui est dedans, là, dans le fond, qui ont rebaptisé War Machine. Pour être plus patriotique, tout ça, mais pour avoir ce personnage-là embarqué.
Mais je trouve pas que c'est nécessairement une mauvaise affaire si on pense au côté que ça devait être le dernier film d'Iron Man, puis même à ce jour, on n'a pas de Iron Man 4. Je pense que ça va s'en venir, honnêtement, là, après le Secret Wars. Je serais pas surpris qu'on ait vraiment un Iron Man 4, mais bon, tu sais, je veux dire, les films d'Avengers sont sensiblement là, quand même des films là, d'Iron Man, là, Iron Man 2.5. Tu sais, dans le fond, on est quasiment à peu près le 4e film d'Iron Man. Même si je veux dire, c'était quand même assez équilibré là, à ma dernière écoute d'Avengers, en tout cas, je n'ai parlé là, la dernière fois là, dans cette rétrospective. Mais après ça, il va revenir dans Avengers 2, dans le 3, le 4, puis il va faire des caméos un peu partout dans Civil War, puis je me rappelle pas exactement s'il apparaît là, dans d'autres là-dedans, mais c'est ça, je veux dire, on va être capable d'élaborer, mais tout ce que je veux dire là-dedans, c'est que si c'est pour être le dernier film d'Iron Man, ben, essayons de juste au moins rendre hommage un peu à tout l'univers d'Iron Man, puis oui, c'est plate qu'on n'a pas eu le mandarin vraiment comme vilain là, à la fin de la trilogie, ce qui aurait peut-être été logique, là, ce que je peux comprendre là, de cet univers-là, mais si mettons on le fait pas, ben au moins de dire, d'avoir un côté où ce qu'on dit, bon ben, il y a des choses dans l'univers qui font que ça fait ça, puis on leur rend des clins d'œil, des affaires de même là. Même si ce que j'ai pu apprendre quelque part, là, puisque j'ai pas tout vu là, les films par la suite, là, je sais qu'il y a des affaires là, qui vont être comme un peu rectifiées, des affaires de même. Là. Mais c'est ça. Au moins juste rendre hommage des clins d'œil, des affaires de même. C'est ce qu'on essaie de faire là, dans le film d'aujourd'hui. Sinon, ben, dans le fond, là, pour conclure, là, pas mal le premier acte, là, on a la musique là, de Brian Tyler qui va être la trame sonore aujourd'hui. Dans le fond, on a 2 trames sonores qui a été publiées là, avec le film. Là, on a la trame sonore avec Brian Tyler, puis on a une compilation là, de musique inspirée du film. Puis, dans le fond, il y a une tune sur cette trame sonore-là qui vient du film, puis tout le restant, là, c'est toutes des tunes d'alternatifs hard rock. Mais il n'y a pas des CDC dans le film aujourd'hui. C'est vraiment quelque chose là, que je pense que ça aurait dû être. Là. On aurait dû juste mettre une tonne d'ACDC quelque part. Mais bon, c'est ça. On a choisi là, de ne pas avoir du ACDC, mais d'avoir une trame de Brian Tyler qui est la meilleure trame des Iron Man. Honnêtement, là, j'ai embarqué un peu là, avec cette trame sonore-là. Je l'ai écouté une couple de fois là, avant d'enregistrer aujourd'hui. Puis, tu sais, dans le fond, c'est du Brian Tyler. Je dirais que Brian Tyler, je l'ai remarqué beaucoup. C'est sûr qu'il est, il est reconnu pour la trame sonore là, des Rapides et Dangereux, mais bon, les Rapides et Dangereux, je les ai écoutés juste une fois. Là. Pour la plupart, j'ai même pas écouté les 2 ou 3 derniers. Mais je l'ai beaucoup remarqué quand j'ai fait la rétrospective là, des destinations ultimes. C'est là où j'ai vraiment embarqué là, dans sa musique. Même si je l'ai recouvert une couple de fois au podcast, là, mais de voir là, toute sa tune thème qu'il avait revampé, tout ça, là, pour le 4e film, tout ça. Puis c'est ça, je veux dire, puis je dis pas que c'est la meilleure trame sonore là, qu'on a là, depuis le début là, de la franchise là, du MCU. Mais c'est une qui ressort, dans le fond, qu'on essaie de donner une identité là, propre à la trame sonore. Contrairement à ce qu'on a eu là, dans beaucoup là, des 3-4 premiers films, là, jusqu'à temps que Sylvester s'en mêle là, à partir là, du Captain America. Ça fait un moment que ça dure. J'en ai parlé à personne. Rien n'est plus pareil depuis New York. T'es sérieux? Parce que moi, j'ai rien remarqué. Rien du tout. Il arrive des choses. Et quand tout est fini, on ne comprend toujours pas. Dieu, alien, autre dimension. Je suis qu'un type dans une boîte de conserve. Et je pense que si je n'ai pas craqué, c'est parce que tu es venu vivre avec moi. Et c'est génial. Oui, je t'aime, j'ai beaucoup de chance. Mais chérie, je n'arrive pas à dormir. Toi, tu dors, moi je viens ici et je fais mon truc. Je bricole. Mais la menace est imminente. Et je dois protéger la seule chose qui m'est essentielle. C'est toi. Fait qu'on tombe au bout où ce que Happy, dans le fond, sa poursuite là, de Savin, parce qu'il faisait pas confiance, il suivait, là, puis dans le fond, il était en train de... en tout cas, il tombe là, finalement, dans une situation où ce que le personnage de Savin, il fait un attentat à la... Ben, il fait pas un attentat à la bombe, dans le fond, c'est ça, c'est ce qu'on va comprendre plus tard dans le film, là, c'est que il fait... il y a
je sais pas, le remède extrémiste. Que quand quelqu'un se pique avec, ben ça se peut qu'il fasse une mauvaise réaction et qu'il explose. Puis ben, c'est ça qui arrive dans le fond. Puis on pense que c'est un attentat à la bombe. Puis finalement, ben, c'est ça. Happy là-dedans va, dans le fond, être blessé là-dedans, blessé grave. Puis dans le fond, Robert Downey Jr., Tony Stark, en tout cas, Iron Man, peu importe, lui, dans le fond, il va le prendre personnel. Puis, dans le fond, il va carrément dire son adresse au mandarin pour dire, bon, ben, tu sais, garde un problème, tu bien réglé, j'habite là, tout ça. C'est-tu vraiment une bonne idée de faire ça? Bon, c'est sûr que toute sa maison va s'écrouler à partir de là. C'est vraiment irresponsable, là, dans le fond, là, de tout le monde, là, pour Pepper Potts ou pour n'importe qui peut vivre là, puis que finalement, ben, il y a un missile là, qui arrive là, pour faire sauter la maison. Fait que c'est ça, ben, ça va littéralement sauter au visage, là, cette idée-là. Là, c'est ça, il est à la maison où on a vu comme la vie de famille ou la vie de couple avec Pepper Potts qui dans le fond, où il est en train de Tony Stark est en train là, de faire des choses, puis en même temps, ben, on a la suite d'Iron Man qui fait des choses. On voit toutes les suites là, précédentes, là, la marque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Puis dans le fond, il travaille sur la 42. Fait que il y a quelque chose, il y a comme 35 suites là-dedans qui manquent. Puis là, ben, c'est ça, dans le fond, ça va être pas mal la révélation là, à la toute fin du film. Pourquoi il les ressort pas pendant le film? Là? En tout cas, on va en reparler un peu là, vers la fin du film, pourquoi ils sont pas sortis avant, là, ces 35 suites manquantes. Mais sinon, ben, c'est ça. Il travaille sur une soute que, honnêtement, je la trouve dégueulasse. Je n'aime vraiment pas là, cette soute-là. C'est probablement la pire soute là, dans toute... en tout cas, dans les 8 qu'on a utilisés dans les films, là, c'est celle-là là, que j'aime le moins. J'aime vraiment pas le design là, de cette soute-là. Sinon, ben... cette soute-là, je crois que il faut essayer d'expliquer ça, pourquoi que elle n'est pas alimentée là, par son cœur d'alimentation là, dans le arc reactor qu'il y a. Ben, ce que je peux comprendre, c'est que chaque morceau de la soute est alimenté par elle-même, puis pas par le système là, de Tony Stark. Bon, il faut prendre ça tout de suite, se dire ça, parce que ça marchera pas le film. Tout simplement, ça marchera pas. Sinon, ben, on peut se dire, bon, ok, chaque morceau peut être alimenté, mais sinon, une fois qu'elle est collée à Tony Stark, peut-être qu'elle pourrait juste comme se recharger un petit peu avec son réacteur. Mais bon, c'est correct. Là. Je veux dire, il a décidé de faire ça un peu différemment, puis que dans le fond, c'est pour vraiment enlever tous les pouvoirs à Tony. Là, mais je vais parler de ça dans quelques minutes. Tout le côté, c'est là où on comprend là, qu'il y a un côté de post-traumatique depuis New York, puis qu'il y a de la misère un petit peu. Pendant la nuit, là, il grelotte, il est vraiment traumatisé là, de tout ça, qu'est-ce qu'il a vu à la fin du film. Puis c'est ça, fait que dans le fond, avec Gwyneth, ça marche pas tout à fait. Là, quelque part, là, elle est un petit peu aussi traumatisée là, pendant la nuit, là, où tout d'un coup, là, la suite d'Iron Man, elle vient comme attaquer n'importe qui, tout ça. Fait que, tu sais, en tout cas, il y a beaucoup là, d'affaires qui sont déstabilisantes là, dans tout ça. Mais finalement, ben, c'est ça. Une fois qu'il a donné son adresse au mandarin, que à quelque part c'était pas comme connu, quelque chose de même. Là. En tout cas, peut-être qu'ils ont pris les menaces personnelles, quelque chose de même. Mais c'est vraiment comme peut-être un hasard aussi. Parce que Maya, elle, a toujours joué là, par, comme j'ai parlé, là, Rebecca Hall, qui va se repointer. Chez Tony Stark, puis tu sais, dans le fond, ben là, c'est ça. Où est-ce que vraiment le film commence? Puis tu sais, dans le fond, on peut tout de suite voir là, que c'est. Je veux dire, ça se sent. J'étais pas certain à 100% que, dans le fond, elle était d'alliance avec Killian. Mais je me suis dit, ben, il me semble que oui, mais tu sais, dans le fond, là, je n'étais pas certain. C'était peut-être quelque chose que je repensais dans le passé aussi. Là, des fois, quand on est plus certain de qu'est-ce qu'on a vu, des fois, c'est nos anciennes pensées dans le temps là, qu'on est là comme qu'on ramène au goût du jour. Mais bon. Finalement, ben c'est ça. Je veux dire, je voyais ça très clairement, là, éventuellement, là, que c'était trop clair là, qu'elle était dans le coup. Puis là, ben c'est ça, il y a des missiles là, qui... ben, à quelque part, je pensais peut-être qu'on allait avoir une genre de
de dualité entre Gwyneth puis elle pendant un bout du film, mais en même temps ça aurait été un peu une réplique là, de puis sans que ça le soit parce qu'il n'y avait pas vraiment grand chose là, avec Scarlett Johansson là, dans le deuxième film, mais ça aurait été la même affaire aussi, puis dans le fond c'est assez c'est démoli tout de suite là, cette idée là. Parce que Tony Stark va partir de son bord carrément là, fait que dans le fond on les reverra pas tout ensemble. Mais c'est ça, le fait que, bon, en guillemets, le mandarin envoie des missiles pour détruire le manoir Stark. Puis là, ben, on voit comme toutes les armures se faire détruire. Puis finalement, il reste juste la Mark 42. Puis là, il va pouvoir éventuellement là, se défendre avec ça. Mais tu sais, la Mark 42 est pas prête. Des affaires de même, c'est pas mal tout le long du film. Il n'y a pas de suit d'Iron Man. C'est vraiment. Ben, il y en a une, mais il y a tout le temps une contrainte à quelque part. Je sais pas si on devait pas avoir quelque chose là, d'un petit peu plus. Une grosse scène d'action, vraiment pour mettre de l'avant-plan là, le Iron Man, tout court, là, pas Tony Stark, mais je parle de juste la suit d'Iron Man. Puis après ça, ben, on a démoli ou on trouve moyen là, qu'elle devienne dysfonctionnelle, tout ça. C'est normalement la manière traditionnelle de le faire, mais en même temps, on sait qu'Iron Man, on a déjà vu 3 films là, pour mettre tout en évidence là, comment quel personnage était. Ben, je parle juste de Iron Man, tous ses pouvoirs, des affaires de même, là, qu'est-ce qu'on pouvait mettre de l'avant, ben c'est ça, là de les enlever. On n'a pas besoin d'un autre 20 minutes au début du film. C'est bien correct de même, je crois bien. Là, quand on regarde ça là, dans un sens de même. Mais je vais apporter pour les visuels aussi que c'est pas Industrial Light and Magic qui font les visuels. Là, c'est Weta, je pense que c'est l'équipe en arrière là, de Seigneur des Anneaux. Puis j'en ai déjà parlé quand j'ai parlé là, du Seigneur des Anneaux. C'est vraiment sont généralement là, meilleurs là, que l'équipe là, d'Industrial Light and Magic. Là, tout le monde est là en train là, de tout le temps là, donner là, de vénérer là, les visuels là, d'Industrial Light and Magic, mais Weta ont toujours été supérieurs tant qu'à moi. Puis ça se voit dans le film aujourd'hui. Il y a vraiment un beau visuel là, dans tout le film. Puis c'est ça, fait que tout dans le. Puis on a une bonne séquence d'action là, avec les hélicoptères qui vont détruire tout le manoir, tout ça. Puis tu sais, dans le fond, c'est un peu une métaphore où on va détruire carrément tout l'univers là, de Tony Stark. Tout va être détruit, toute sa technologie, tout ce qu'on a vu dans les premiers films. Puis finalement, il va crasher là, au Tennessee, puis il va se ramasser juste lui tout seul avec aucune connexion, où il a tout perdu. Jarvis, son ordinateur, où ce que. Elle va manquer de batterie, ou lui, en tout cas, un ordinateur, lui, va manquer de batterie. Mais c'est comme toute la métaphore de tout ça, puis juste de revenir avec Tony Stark lui-même, puis qu'est-ce qui fait que c'est un héros? C'est-tu l'armure ou c'est lui-même qui est capable de retrouver des ressources? Puis c'est ça qui va se passer dans le fond là, dans pas mal tout le deuxième acte où ce qui va être au Tennessee. Il va rencontrer le personnage de Harley Keener que lui c'est une genre de métaphore pour un jeune Tony Stark où ce qui avait peut-être un peu le feu d'être un peu mécanicien puis de faire des choses côté bricoleur plutôt là, dans ce sens-là. Puis, tu sais, dans le fond, il va s'allier avec lui. Puis, dans le fond, c'est une petite partie du film, mais tu sais, c'est une grosse partie là, pour la reconstruction du personnage. Bon, l'acteur qui le fait, là, il est so-so. Là, dans le fond, là, l'acteur, là, on l'a vu là, dans Insidieux. C'est lui qui fait un des enfants là, de. Je me rappelle pas comment qui est la famille en tout cas d'Insidieux, je pense qu'il joue dans toute la gang. Je les ai pas vus tout au complet. J'ai pas vu le dernier, je pense. Là. En tout cas, s'il y en a 5, j'en ai pas vu les 2 derniers. En tout cas, j'ai vu les 3 premiers. Sinon, c'était lui aussi là, dans Jurassic World aussi. Je l'ai couvert là, à cette place-là, mais. Bon, c'est correct là, comme performance, mais je m'en rappelle vraiment pas là, de comment il était là, Ty Simpkins, que j'ai parlé là, de Jurassic World. Je pense que c'était correct, là, mais il fait pas d'impression. Mais aujourd'hui, je suis pas trop certain là, de sa performance. C'est un petit peu trop exagéré, mais ça va avec pas mal l'habituel de Shane Black d'apporter là, un moment là, d'apporter un enfant dans l'histoire. Ça, c'est pas mal une marque de commerce.
Sinon, de mettre ça là, dans le temps des fêtes aussi, là, c'est une marque de commerce là, pour Shane Black. Mais en même temps, c'est ça, c'est pas trop. C'est pas ça qui va définir le film. Puis je pense même originalement, je pense que c'est ça que j'avais peur, tu sais, quelque part qu'on devienne Iron Man et un enfant, tout ça. Si c'est bien apporté, ça pourrait aller, mais bon, ça va être à peu près 20 minutes du film qui vont être au Tennessee, puis en tout cas, il va y avoir une autre scène d'action là-dedans où en cherchant des affaires, finalement, tu sais, il va retomber là, sur des je les ai appelés des agents là, d'extrémistes, là, en tout cas, ou des super soldats extrémistes. C'est là qu'on voit un peu là, comme qu'est-ce qu'ils peuvent faire, ou ce que, tu sais, je pense qu'on l'a vu peut-être un peu plus tôt avec le personnage là, de Savin, mais c'est là où Tony Stark doit trouver des ressources alentour de lui pour pouvoir se défendre là, contre les soldats extrémistes. Mais tu sais, c'est ça, c'est quand même intéressant de regarder ça. C'est comme le film ferme, puis il repart. Ça fait pareil comme Tony Stark, quelque part. Il y a un bout où il est dans le fond de l'océan, puis comme toute sa maison qui s'écroule sur lui, puis finalement il réussit à sortir de là. Puis là, il va se réveiller, puis c'est comme il se ramasse tout seul, tout ça, puis c'est comme on a vraiment l'impression que le film recommence. Puis on est dans un autre film totalement. C'est pas que je déteste le deuxième acte, c'est juste que c'est comme une claque au visage après un peu plus d'une demi-heure. C'est que c'est vraiment un autre film qui recommence. Puis souvent, je suis pas un fan de ça. Si maintenant vous écoutez là, qu'est-ce que j'ai parlé là, sur Conan le Barbare là, de 2000... je me rappelle pas quelle année que c'était, là, 2009. Je sais pas trop, celui-là avec Jason Momoa. Puis dans le fond pour le même réalisateur là, qui avait fait le film de Vendredi 13 là, de 2009 là, en tout cas ça doit pas être 2009 Conan le Barbare, ça doit être quelque chose comme 2013 mais c'est ça, je suis vraiment pas un fan là, quand on repart un film à zéro, mais tu sais il repart pas, c'est quand même une continuité, c'est pas, on n'a pas le même film là, après ça qui recommence ça. Puis c'est ça, mais tu sais, c'est comme tout le ton a changé quand même pour ce 20 minutes-là. Et dans le fond, là, Iron Man, le personnage, là, je parle pas de Tony Stark, tu sais, je vais essayer de différencier les deux. Quand je vais parler de Iron Man, ça va être juste la suit elle-même ou qu'est-ce qu'elle symbolise. Puis Tony Stark ou Robert Downey Jr., ben c'est la personne humaine. Là, en tout cas, je vais simplifier ça de même, en espérant ne pas me planter un peu là-dedans, mais bon. Quand on parle vite, des fois, là, ça sort comme ça sort. Mais c'est ça, on a le village, tout ça, puis on a... dans le fond, il s'est ramassé au Tennessee parce que quand on a eu la première explosion avec Happy, ben il y avait des... les médailles là, des soldats qui... ben pas les médailles, là, mais les plaques de métal, là. Qui avait un nom de Taggart dessus, puis dans le fond, ben c'est ça, avec cette pièce, cette idée-là, ben que cette personne-là était supposée être morte, puis là, ben dans le fond, tout en refouillant au travers de ça y avait donné la piste pour le Tennessee, fait que dans le fond, Jarvis avait planifié d'aller au Tennessee, puis finalement, ben, on a eu toute la scène, puis finalement, ben, il s'est ramassé là, comme pas avec le contrôle là, de Tony Stark, ben il s'est allé là par défaut. Puis c'est ça, fait que là il trouve un peu là, des pièces du puzzle à cet endroit-là, il fait un peu plus de côté enquête, puis finalement ben c'est ça, il y a une amitié qui est faite là, avec le personnage de Harley Keener au travers de ça. On a une autre scène d'action, mais c'est ça, dans le fond c'est vraiment juste Tony Stark, comment il peut se débrouiller sans la suite d'Iron Man. C'est ça qui est le fun un peu dans ce côté-là. Mais c'est ça, fait qu'il va réussir finalement là, à trouver un téléphone puis pouvoir avoir une voiture pour sortir là, du village, puis là ben tu sais bon il a essayé d'appeler Pepper Potts un peu plus tôt, puis finalement ben tu sais il est comme tombé là, sur le message vocal là, d'un autre suit d'Iron Man que Pepper Potts elle a accès pour savoir qu'il était vivant, mais tu sais, dans le fond, elle court pas bien après. Puis pourquoi qu'il n'y a pas une des suits quelque part qui est envoyée, mais tu sais, bon, ok, les 35 suits, ça a l'air qu'il y a juste Robert Downey Jr. qui le sait. Mais tu sais, éventuellement, il va être coincé là.
Tony, là, une fois qu'il va s'infiltrer, là, dans le fond, dans tout ça, c'est de trouver où est-ce que le mandarin est. Finalement, il va trouver... il va rentrer là, dans une communication là, avec une vanne de reporters, puis que finalement, il va prendre un satellite pour pouvoir trouver où est-ce qu'un signal venait, puis trouver là, finalement où est-ce que le mandarin est. Bon, pourquoi que lui est capable de le faire, puis il y a genre l'armée américaine, n'importe qui, n'a pas réussi à le trouver. Ce qu'on va apprendre plus tard aussi, là, c'est que le vice-président, lui, qui est joué là, par Miguel Ferrer, que je parlais de Robocop tantôt, c'est ça, il fait le vice-président, puis que dans le fond, sa fille, qui est jouée là, par, dans le fond, une actrice là, qui est bien populaire aujourd'hui, là, Jenna Ortega, qui était son premier rôle. Dans le fond, il manque une jambe. Puis là, c'est ça, l'extrémiste, lui, comme vaccin ou n'importe quoi, là, je sais pas comment appeler ça, aide à faire repousser des membres. Puis que finalement, c'est ça, il y a des connivences avec Killian. Puis dans le fond, c'est ça. Si, mettons, les Américains, on pourrait se dire ça, là, si les Américains recherchaient le mandarin, s'il n'y aurait pas pu à cause que le vice-président est en train là, de... je sais pas, faire s'arranger pour que ça arrive pas, là, tout ça, tu sais. Bon, c'est pas lui qui peut le faire, honnêtement, là. Je veux dire, l'ARP a fait... ils ont leurs enquêteurs, des affaires de même, là. Mais tu sais, si on veut expliquer ça, là, assez rapide, là. Fait que c'est ça, tu sais, dans le fond, Stark il réussit à découvrir un peu toutes des affaires au travers de ça. Dans le fond, il arrive avec c'est Missing in on pense que c'est comme Missing in Action, des affaires de même, là, puis finalement, il retourne le papier de bord, puis finalement, il comprend là, que c'est pas des agents là, de MIA, c'est IAM, en tout cas AIM plutôt, qui est la même compagnie là, que Killian. Fait que lui, il fait le lien ensemble, que tout est que c'est tout de connivence ensemble, tout ça. Mais en même temps, c'est ça, il trouve où ce que le mandarin est, puis là, c'est là qu'il s'aligne là, à vraiment là, faire son infiltration tout seul. Là. Tu as encore une crise d'angoisse? Je n'ai même pas parlé de New York. Eh bien là, tu viens d'en parler en prétendant que t'en as pas parlé. D'accord. Qu'est-ce que je vais devenir? Respire. Respire à fond. C'est le bricolage, ton truc, non? Oui. C'est ce que t'as dit. Oui, je l'ai dit. Bricole quelque chose, puis ça va passer. D'accord. Bon, là, à partir de là, on a comme recréé un film dans le deuxième acte. Comme j'ai dit, on a rebooté un peu. Troisième acte, on devient vraiment un film d'action des 80-90. Je vais noter encore une fois, comme j'ai parlé tantôt, c'est l'écrivain là, des films de L'Arme Fatale avec Mel Gibson et Danny Glover. Puis c'est un peu ça pas mal qu'on ressent. Là. C'est que comme ambiance, c'est comme des fusillades partout. Il n'y a pas vraiment de technologie qui apparaît. Vraiment comme pour la dernière partie du film. Puis on a Tony Stark qui va s'infiltrer là, dans la maison du mandarin. Puis finalement découvrir que le mandarin c'était pas... finalement c'est comme juste une façade dans le fond. C'est tout ça ensemble. Il n'y a pas vraiment de gadgets pour rentrer là. Il y en a utilisé un petit peu au travers de ça, mais c'est vraiment pas c'est vraiment pas de l'avant-plan. C'est juste quelques petites affaires. C'est quasiment un peu du Mission Impossible. Je veux pas dire James Bond parce que James Bond ça aurait peut-être été un petit peu plus exagéré d'un côté, mais dans Mission Impossible on utilise tout le temps un petit peu des petits gadgets là, puis c'est moins explosif des affaires de même là. En tout cas pour infiltrer plutôt, pas pour sortir parce que ça va être un peu similaire à ça aussi là, avec Mission Impossible. Mais c'est ça, fait que dans tout ça, il se ramasse au mandarin, puis après ça, il va être pris, puis finalement, on va savoir un peu. C'est très James Bond un peu d'un côté, où finalement, Killian va commencer à tout élaborer son plan devant Tony Stark, puis dire comment il veut dominer le monde, des affaires de même. Dans le fond, ce qu'il veut faire, en gros, c'est il crée un problème, puis en même temps, il crée la solution, puis après ça, il fait croire
avec le mandarin, puis en bout de ligne, lui, il va trouver l'équipe pour ramasser le mandarin, puis des affaires de même, puis après ça, avec des contrats, puis des affaires de même. Là, dans le fond, c'est un plan là, de faire de l'argent, puis des contrats, puis des affaires de même. Là, mais c'est comme. C'est ça, c'est lui le terroriste en bout de ligne. Mais je vais finir sur le mandarin, qu'en bout de ligne, ça finit pas mal là. En bout de ligne, on va le voir à toute fin qui est arrêté, puis des affaires de même. Mais si on écoute, il y a un one-shot que Marvel publie. Là. Ce sont sur la plupart des Blu-ray. Il y a tout le temps comme une petite histoire là, qui est rajoutée. Là. J'en ai pas parlé, là, je pense, là, dans ma rétrospective à date. Parce que dans le fond, ça n'avait pas bien d'incidence. Mais dans celle-là, dans le fond, il faut. Puis une chance que je l'ai lu parce que je ne l'aurais pas vu là, sur le Blu-ray d'Iron Man 3. Mais il faut mettre son Blu-ray là, d'Iron Man, pas d'Iron Man, mais de Thor 2. Pour trouver une scène qui élabore sur le personnage là, de qu'est-ce qui se passe avec le personnage là, de. Il l'appelle Tyler, de Trevor Slattery. Qu'est-ce qui se passe une fois là, qu'il rentre en tôle. Puis là, dans le fond, il est interrogé. Puis finalement, en tout cas, dans tout ça, on apprend qu'il y a vraiment un mandarin qui a existé, puis qui existe encore. En tout cas, ça finit pas mal comme ça, là, parce que finalement, il est comme. Que le mandarin va faire sortir Trevor de prison, puis en tout cas, je sais pas exactement où est-ce que ça en va avec ça. Ce que j'ai pu comprendre, par contre, puis tu sais, j'ai pas vu le film, là, le film de Shang-Chi, il y a c'est Shang-Chi et les 10 anneaux, puis ça, dans le fond, c'est le groupe du mandarin, tout ça. Fait que, tu sais, je savais pas ce que c'était lié ensemble. Fait que, est-ce que le mandarin revient, tout ça? Est-ce que là, j'essaie de vraiment pas savoir qu'est-ce qui se passe là, avec Shang-Chi, là? Tu sais, j'ai un intérêt pour ça, mais tu sais, j'ai pas vu ce film-là. Là. C'est vraiment tous les films là, dans le coin là, de Shang-Chi, là, les Eternals, Black Widow, tout ça, je les ai pas vus du tout. Là. J'avais comme fermé la clé là, à ce moment-là, mais en tout cas, je suis vraiment intrigué de voir ces films-là. Mais c'est ça, fait que des fois, là, ça doit se trouver sur Disney+, honnêtement, là, tous ces one-shots-là, je suis pas mal sûr là, quelque part, là, ils les gardent quand même assez d'une manière qu'on peut les écouter. Là, mais bon, sinon, ce sont sur le Blu-ray là, de Thor 3, Thor 2, excusez, de Dark World, qu'on va parler dans 2 semaines. Mais c'est ça, fait que là-dedans, Stark, c'est ça, il est attaché, puis là, en bout de ligne, c'est ça, l'autre, il dit son plan machiavélique, on sait que Maya est vraiment là, affiliée avec Killian. Il y a des scènes supprimées là-dedans où Maya, elle va se faire tuer finalement là, par Killian, puis là, tu sais, bon, il y a une scène supprimée où elle va essayer là, de quand même aider plus Tony Stark. C'est ça qu'elle fait à quelque part, c'est pour ça qu'elle menace un peu là, dans le fond de le libérer tout ça, mais honnêtement là, j'en ai, je trouve qu'elle aurait dû être plus là pour qu'on veuille qu'elle survive. Honnêtement, rendu là, elle est tellement pas là dans le film là, qu'il n'y a pas vraiment de poids qu'elle quitte là. Puis sur le côté, on se dit c'est une traite, fait qu'on n'a pas vraiment là, de sympathie là, sur le côté là, qu'elle va mourir, mais bon. Sinon, c'est ça. Killian va partir, puis après ça, Tony va être capable là, de ramener là, sa marque 42. Ok, il est capable de ramener sa 42. Pourquoi qu'en même temps, après ça, il va pas ramener là, toutes les autres là, un peu pour l'aider? Surtout que, dans le fond, en parallèle, James Rhodes, là, le Iron Patriot, lui, il va avoir été kidnappé, puis on va envoyer juste le Iron Patriot, plutôt. Il va l'envoyer sur le Air Force One pour kidnapper le président. Pourquoi qu'il n'envoie pas les 35 sous d'Iron Man pour sauver le président? c'est en tout cas, celle-là, il y a des affaires que je peux laisser passer. Toute la soute qui est que son énergie se prend de chaque morceau, tout ça, puis qui n'est pas connecté à Tony. Ok, je peux peut-être y aller avec ça, mais après un bout, il y a des. T'arrives à la toute fin. J'ai pas besoin des Avengers. On pourrait arriver et dire pourquoi il n'a pas appelé les Avengers? Il est dans le trouble, des affaires de même. C'est parce qu'à quelque part, on se dit. Il pourrait appeler les Avengers à chaque fois qu'il y a un petit problème, puis ça n'aurait pas de sens. Là. De toute façon, pourquoi il appellerait Thor pour partir là, de son
d'Asgard, ça serait pas mal loin, pas mal là, pour venir l'aider. Mais tu sais, ça c'est un petit peu extrême. Captain America, il l'appellerait pour venir l'aider. Pourquoi exactement? Quelque part, je pense qu'il est bien correct là, avec... je trouve qu'en... Tu sais, on n'a pas besoin de mêler là, tous les autres Avengers. Dans le format de l'histoire qu'on donne aujourd'hui, c'est pas... tu sais, c'est pas... même autant que les Américains voudraient peut-être voir ça, que c'est un problème mondial quand on attaque le président des États-Unis ou chose de même, ben là, c'est ça. T'sais, quelque part, ça reste juste quand même enfermé. Juste dans une petite histoire quand même, là, juste très isolée. Là. Mais pourquoi que quelque part le capitaine ne s'en est pas rendu compte que le président était impliqué, là, ça c'est... Bon, il faut laisser ça aller. Là. Mais sinon, ben, je pense que c'est un problème qui peut être réglé quand même avec juste Tony Stark et ses armures. Fait que... il va se ramasser sur Iron Man se ramasse sur le Air Force One pour essayer là, d'aller chercher le président. Finalement, ça marchera pas. Mais tu sais, dans le fond, il y a 11 personnes qui vont être éjectées de l'avion. Puis ça fait très... bon, je vais parler Mission Impossible, on pourrait dire bon, ben, que Tom Cruise s'est tiré en bas d'un avion une couple de fois, des affaires de même pour faire une scène. Mais bien sûr, moi je me rapporte à Moonraker là, de 1978. 79, ouais, c'est ça, 1979, où ce que, bon, c'était pas Roger Moore, mais tu sais, dans le fond, dans le temps, c'était beaucoup impressionnant. Ça reste quand même une scène très très impressionnante, là, mais tu sais, dans le fond, rendu là. Ça avait déjà été vu, mais Mission Impossible, je pense qu'ils l'ont fait après là, le film d'aujourd'hui. Mais c'est vraiment, supposément, il y a eu 12 acteurs, dans le fond, 12 parachutistes là, qui se sont tirés en bas, puis que, dans le fond, de tout monter ça ensemble. Puis, en tout cas, c'est un montage qui est quand même assez spectaculaire, pareil, là, de savoir ça, qui ont vraiment filmé ça, puis qui sont pas juste avec un écran vert en arrière, tout ça. Là. Fait que c'est quand même le fun. Puis, j'ai trouvé qu'il y avait quand même peut-être un sens de réalité. Mais, tu sais, je l'ai écouté la première fois sans savoir vraiment que c'était qui avait vraiment tout sauté d'un avion puis qui avait comme tout fait cette scène-là. Tu sais, je sentais qu'il y avait quand même un poids dans tout ça. Puis c'est probablement parce que justement, là, c'est pas un écran vert. Fait que le président, lui, a été kidnappé là, par Iron Patriot. Puis dans le fond, il était apporté là, sur un port. Et ça va être là pas mal là, qui va être la dernière scène là, du film. Ça fait très L'Arme Fatale 2 là. Je pense que ça finit pas mal sur un doc là, comme qu'on va parler aujourd'hui. Puis ça fait très genre L'Arme Fatale aussi là, les deux. Puis tu sais, je parle pas de couleur de peau en passant là. Je parle vraiment juste le côté d'infiltration, mais tu sais, je veux dire où est-ce qu'on est comme l'environnement, tout ça, puis les fusillades, tout ça. Tu sais, c'est vraiment 80-90 honnêtement là. C'est vraiment ça là. Mais bon, c'est. Mais tu sais, je suis un fan de ces films-là, puis c'est ça que je vais rechercher. Puis, tu sais, il y a un bout où ce que il va y avoir. Avant toute la scène du Air Force One, où ce que Tony est en train de recevoir tous ses morceaux, puis dans le fond, il y avait une fusillade alentour de lui. Tu sais, dans tout ça, quand on regarde ça, puis ça fait. Toute cette ambiance-là. Le côté des films des 90, où ce que, ben, tu sais, j'ai parlé là, du Captain America de 90, puis tu sais, il y a plusieurs films, là, que ce soit Judge Dredd avec Stallone, où ce que, tu sais, on va juste chercher l'essence du personnage, mais tu sais, on le redéfinit pour un film. Puis ça ressemble à ça un peu, où ce que on a Tony qui s'infilme, puis tu sais, il y a des fusillades alentour, mais qui a juste des morceaux de la soute, un peu pour se rappeler que, tu sais, dans le fond, il y a Iron Man, puis qu'il y a quelques pouvoirs, des affaires de même, mais qui sont, tu sais, mais qu'on met ça un petit peu sur un petit budget d'un côté. Puis c'était ça pas mal dans les 90, comme j'ai mentionné avec là, des idées là, comme Judge Dredd ou le film là, de Captain America, où qui sont pas vraiment comme dans leur costume habituel, là, tout ça. Fait que c'est ça que ça fait, mais tu sais, c'est toutes ces affaires-là, je trouve que ça apporte quand même un souffle nouveau. Tandis que tout le temps arriver puis juste repousser là, les adversaires avec un coup de projecteur là, de la paume de Iron Man, des affaires de même. Mais je trouve que ça donne un vent de fraîcheur dans tout ça.
Puis là, ben, c'est ça, ça part quand même, comme j'ai dit, là, avec une idée là, de toute la scène du port. Ça fait pas mal 80-90, des fusillades, des affaires de même. Quand finalement, Tony se retourne de bord puis il dit bon, ben c'est beau, là, je fais venir là, les 35 soutes. Tu sais, techniquement, là, il aurait pu manger une balle dans la tête avant d'arriver là, puis c'est juste au moment qu'il arrive. C'est correct, c'est un film, là, mais bon, pourquoi ils sont pas arrivés là, quelques minutes avant? C'est là que ça n'a pas de sens. Mais bon, c'est correct, ça fait comme grandiose pareil de tout comme finir toutes les idées. Puis on avait vu que les suits d'Iron Man sont capables de se contrôler par eux autres mêmes. Pourquoi ils sont quasiment mieux à se contrôler que la Mark 42 qui arrête pas de se cogner dans n'importe quoi puis tombe en morceaux? Bon, ok, sont contrôlés avec une intelligence artificielle quand même assez basique. Souvent, ils sont capables de se ramasser. C'est sûr que les soldats extrémistes sont très forts aussi, fait que sont capables de sauter à deux sur une soude d'Iron Man puis les ramasser. Éventuellement, Jarvis va envoyer une soute à Tony, puis lui, il va avoir sa soute. Tu sais, c'est chiant un petit peu. Pourquoi que. Tu sais, c'est un film, c'est pour ça qu'on peut faire ça, mais tu sais, parce que les personnages ne se tuent pas facilement, à part quand il faut vraiment qu'ils se fassent tuer. Mais pourquoi qu'il n'a pas donné une soute à James Rhodes, pourquoi que lui il faut qu'il aille rechercher là, son armure là, de War Machine. C'est ça, c'est un petit peu n'importe quoi là, mais ça donne quelque chose quand même à Don Cheadle à faire. C'est un peu d'action, des affaires de même. Puis il est très convaincant dans toutes les scènes d'action, tout ça. J'aime quand même tout ce genre d'action là. Puis que c'est pas rempli juste de CGI, tout ça, il y en a beaucoup parce que là, tous les suits d'Iron Man, je comprends qu'ils sont pas. Ils n'ont pas le choix de les dessiner, mais ils sont tout ça ensemble, pareil, de voir l'action, qu'il y a vraiment des choses physiques qui se passent, sauter de passerelle en passerelle, c'est tellement comme cliché, mais c'est ça qui est quand même ces genres de films-là. Il faut remarquer aussi ou savoir que la sortie du film a été repoussée parce que ça a l'air que Robert Downey Jr. s'est fracturé là, une cheville, là, justement, là, en train de monter, là, en train de courir là, sur les passerelles, justement, là, en train de sauter de passerelle en passerelle. Là. Mais bon. Fait qu'on se ramasse au moment où ce que. C'est ça, Gwyneth Paltrow, elle avait été kidnappée finalement là, par Maya un peu plus tôt, puis finalement, c'est ça, on savait qu'elle a été, qu'on y avait injecté là, du virus extrémiste dedans, puis là, c'est ça, à quelque part, on sait juste par l'histoire, à quelque part, qu'une fois que t'es injecté de tout ça, tu peux survivre ou pas, mais tu as comme des pouvoirs surnaturels. Il la place dans une situation où ce que finalement, est comme coincée, puis finalement, elle va tomber en guillemets à sa mort. Puis mais c'est juste qu'on l'a vu depuis le début, où il y a des personnages qui tombent dans n'importe quoi, puis qui mangent plein de coups. Puis ils sont capables de se relever, surtout comme le personnage de Savin, il a mangé plein de coups, puis il s'est relevé. Même le personnage là, de Killian aussi, dans le fond, lui, éventuellement, c'est quand même cool ce qu'ils font avec. C'est comme un reshoot, dans le fond, le côté là, où Gwyneth va sortir puis qu'elle va ramasser Killian. C'est elle qui va pas mal le tuer. Là. D'après ce que je peux comprendre, c'est un reshoot. Puis en même temps, il avait rajouté le fait là, que lui, il va dire que c'est lui le mandarin. Le mandarin, puis les affaires de même, là, ça fait partie du reshoot. Mais c'est ça. Dans tout ça, je trouve que c'est très évident qu'elle meurt pas. Mais c'est ça aussi que j'ai vu les suites là, quand même. Là, fait que je sais qu'elle est encore vivante aussi. Je ne vais pas faire croire le contraire. Mais c'est ça. Fait que dans tout ça, on essaie de donner son moment de gloire, tout ça. Mais on voit quand même, je trouve que Guy Pearce, puis comme le CGI qui est alentour, les affaires de même, là, en tout cas, c'est pas mal vendu, qui est quand même assez une menace. Parce que lui-même, il est capable de se battre carrément contre Iron Man, ou peu importe que Tony soit dedans ou pas. Il y a des plans où c'est vraiment mêlant un peu. Puis, une chance que le commentaire audio était là pour me l'expliquer, parce qu'il y a un bout où je pensais
fait qu'il cassait où il sectionnait carrément la jambe d'Iron Man, puis dans le fond, de biller la jambe à Tony. Mais si on regarde super bien, on voit que Tony, il fait comme éjecter sa jambe de la soute pendant que l'autre coupe la jambe. C'est une mini fraction de seconde qu'on peut le voir. Là. Dans le fond, tu changes le plan dans ce temps-là, puis tu montes d'une autre manière. Là. Puis quelques secondes plus tard, Killian va comme couper la soute en deux, puis il va pas couper Tony en même temps. C'est comme il réussit à s'éjecter là, de la soute. Là, mais finalement, ben, il va caler là, sa soute, sa Mark 42, puis il va la lancer sur Killian, puis il va faire sauter là, la 42. Je pense que ça aurait dû être quasiment la fin. On aurait peut-être dû terminer là-dessus. Je veux dire, on parle de la 42 tout le long, puis que finalement il y a des problèmes avec. Mais ça fait partie de l'histoire de Tony dans tout le film, où il faut qu'il dans le fond, là, qu'il se débarrasse de ça. C'est son cheminement qu'il doit faire dans le film, là, puis juste le laisser aller. Que ça marche pas. Puis c'est comme un peu, je pense, là, qui décide que c'est assez. Puis qu'il est capable de s'en départir. Puis c'est ça, fait que éventuellement, c'est ça, Gwyneth elle sort là, du feu, tout ça, pareil comme un Terminator, ou c'est plutôt Killian qui sort comme un Terminator, et finalement, il se fait ramasser par Gwyneth, tout ça, puis elle a peur de le toucher parce que dans le fond, elle a le pouvoir extrémiste, elle pourrait le flamber, mais finalement, c'est un petit peu, me semble qu'après ça, on fait juste comme dire, bon ben c'est beau, on va trouver quelque chose, puis ils vont juste l'opérer, puis ils vont réussir à sortir le virus de elle. C'est un petit peu n'importe quoi, là. Je trouve que c'est comme toute la menace qu'on fait juste comme enlever là, facilement de même. Je trouve que tout d'un coup, si on réécoute le film, on se dit ben la menace n'est pas si importante que ça finalement. Là. c'est pas on peut juste arriver puis juste se l'enlever de même. Ben c'est pas un virus à quelque part, c'est un rehaussement de corps. Là. Fait que c'est pas c'est une grosse nuance. Puis c'est sûr, ça peut faire régénérer les membres, tout ça, là, comme j'ai parlé là, pour le personnage là, de Jenna Ortega. Qui soit disant, ben c'est ça, tu sais, on voit que son père, là, le vice-président, lui, se fait arrêter. Puis, tu sais, dans le fond, c'est la dernière fois, là, c'est le dernier rôle là, pour Miguel Ferrer. Il est décédé là, quelques années après, là, mais c'était son dernier rôle à l'écran. C'est bien plate de savoir ça, quelque part, qu'il n'y avait pas. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'en 2013, là, j'ai fait comme hey, c'est Bob Morton. Mais savoir qu'il est mort quelques années suivantes, le film d'aujourd'hui, c'est bien dommage. Mais c'est ça, on voit qu'il est arrêté. Mandarin, lui, il est arrêté. Le Tyler ou Trevor Slattery, il est arrêté. Tu sais, à quelque part, bon, il explique un peu là, en bout de ligne là, comment il s'est rendu compte, ou qu'il pouvait pas se rendre compte des affaires. Là, il explique pendant le film là, que lui, il était sur des substances d'affaires de même là, qui faisaient qu'il se rendait pas compte vraiment qu'est-ce qui se passait alentour. Là. C'est une manière facile de tout expliquer ça. C'est des affaires, c'est des irritants un peu. Je me dis, bon, tu peux pas absolument te rendre compte de rien. Là. C'est comme impossible. Là. Mais bon, peut-être qu'ils vont élaborer ça un petit peu là, dans Shang-Chi ou quelque chose de même. Là. J'ai aucune idée. Là. Je sais pas si Ben Kingsley revient aussi. Là. J'ai vraiment aucune idée. Là. Je vais me garder des œillères là-dessus. Là. Je veux pas savoir. J'aimerais ça avoir la surprise. Sinon, ben, Tony, lui, décide de faire le vide total. Même au port, il décide de détruire toutes les sauts d'Iron Man. Puis après ça, ben, finalement... tant qu'avoir Gwyneth qui se fait opérer, lui, finalement, après 3 films, il décide ça, que lui, il va faire enlever là, le débris qu'il avait à côté de son cœur, qui pouvait le tuer n'importe quand. C'est un petit peu n'importe quoi. C'est ça qui pourrait le tuer, surtout comme dans le deuxième film, le réacteur l'empoisonne, tout ça. C'est comme, t'as pas pensé à enlever le débris pour arrêter d'avoir le réacteur, tout ça. C'est comme, ok, c'est du gros n'importe quoi à la fin du film d'aujourd'hui, mais je comprends, on le fait pour fermer le personnage. Ça, je peux comprendre ça. Je veux dire, de trouver une manière au pire d'avoir sorti ça ou quelque chose en même. C'est beau, là, mais je trouve que c'est du n'importe quoi après 3 films là, de juste pas... de savoir que Tony avait pas aussi
quelque chose là, pour pouvoir le sortir entre-temps aussi. Quelque chose d'automatisé, justement. Il n'y a pas besoin de médecin pour sortir des affaires de même, là, en tout cas. C'est une autre affaire, mais tu sais, je trouve que ça l'enlève, dans le fond, là, du personnage, tout ça. Mais là, c'est ça. Là, il est parti à un autre niveau. T'sais, c'était peut-être une manière de se dire je me trouve une excuse pour rester sur Iron Man puis de continuer à faire ces projets de saut-là puis des affaires de même. Là, c'était peut-être une excuse. Peut-être ça, on va mettre ça comme idée, mais là, il veut dédier sa vie à sa vie personnelle puis de pouvoir le faire là, avec un futur avec Gwyneth Paltrow. Finir dans le fond, parce que finalement il va jeter le réacteur du bout d'une falaise qui est dans le fond un écran vert, puis ça apparaît. Honnêtement, là, ça paraît vraiment là, que sont vraiment pas sur le bord d'une falaise. Mais c'est ça dans le fond. Puis que tu sais, dans le fond, il va dire qu'il est Iron Man, mais c'est ça dans le fond, il est devenu Iron Man de l'intérieur. Il est pas juste. C'est ce qu'il veut dire, c'est qu'Iron Man n'est pas une soute. Je trouve que c'est une belle manière de finir, mais ce qui devait finir à dire Iron Man ou qui doit dire je suis Tony Stark. C'est un clin d'œil au premier film, mais ça aurait été autant un clin d'œil. Ça serait fini à dire je suis Tony Stark. Je sais pas. Il y a vraiment là, de regarder là, lequel qui est le meilleur des deux. Ils ont choisi peut-être, tu sais, à quelque part, ils devaient trancher. Mais tu sais, c'est les deux ensemble, puis il n'y a pas besoin de la soupe. C'est ça qu'ils ont compris, qu'ils nous ont montré dans le film aujourd'hui. Il peut être autant un héros avec ou sans la soupe. Des deux sens, c'est un héros. On a le générique avec la musique là, de Brian Tyler, puis que dans le fond, là, juste pour repasser un peu la trilogie, puis tous les moments forts des trois films, puis ça passe très bien comme finale de ça. Pourquoi qu'on n'aurait pas mis encore la tune d'Iron Man là-dessus, je comprends pas. Je veux dire, ça aurait dû être Iron Man, ça aurait été l'ultime clin d'œil. Sinon, c'est quand même la musique là, de Brian Tyler, puis qui est correct. Là, dans le fond, c'est son thème qui est écrit pour le film. Mais tu as une version hard rock là, de cette version-là, puis ça va très bien avec son montage visuel qu'on met. Puis on a une scène post-générique où dans le fond, il est en train là, de comme compter son histoire, il est en train de compter le film, dans le fond, à Mark Ruffalo, là, alias Hulk, ou Bruce Banner, puis dans le fond, que c'est pas parce que l'autre c'est un scientifique que c'est un thérapeute, c'est pas le même genre d'études qu'ils ont, mais tu sais, c'est juste un petit peu un clin d'œil, juste pour un peu grandir l'univers des affaires de même. C'est toujours fun de voir Mark Ruffalo, mais honnêtement, il n'y a pas de l'air de qu'est-ce qu'il y avait de l'air dans Avengers l'année passée. Je sais pas exactement, il y avait comme un côté déchiré un peu là, dans Avengers. Puis bon, à la toute fin, c'est plus accepté, des affaires de même, là, peut-être. Mais bon, c'est juste le fun là, de finir sur cette note-là. Puis tu sais, mettons, là, on oublie, là, on va retourner en 2013. Puis si c'était le dernier film, mettons qu'il n'y aurait pas eu, là, qu'est-ce qu'il y a eu par la suite. Je trouve que, tu sais, finir sur cette note-là, c'est parfait là, pour un troisième film. Puis que, dans le fond, on a clos tout, qu'il a comme laissé son réacteur là, dans l'océan, tout ça. Puis, dans le fond, il est devenu qu'est-ce qu'il était ou qu'est-ce qu'il doit devenir. Il est devenu un être meilleur. Puis qu'on finit sur cette note-là, je trouve que c'est très fort. Là. Alors, en conclusion, c'est... OK, bon. Est-ce que c'est le meilleur Iron Man? C'est quelque chose que je me posais la question. C'est-tu mon meilleur de la trilogie? Là, je parle bien, là, je parle pas d'Avengers. Avengers va être resté quand même supérieur au film d'aujourd'hui, mais comme film d'Iron Man, c'est certain que c'est meilleur que le deuxième film, là. Mais je pense qu'il va accoter le premier film. Je pense que le premier film a quand même le côté là, le feu du premier film, tout ça. Je veux dire, c'est le premier film pour qu'est-ce qu'il y avait à faire, tout ça. Mais je le mets vraiment à côté avec le premier film. Je veux dire, pour finir sur la trilogie, moi je trouve que c'est un film là, qui est très solide. Que dans le fond, il y a quelque chose à apporter. Puis tu sais,
c'est vraiment toute l'histoire. C'est Robert Downey Jr., dans le fond, qu'est-ce qu'il apporte. Puis, tu sais, comment il a été écrit dans le film aujourd'hui. C'est sûr qu'il y a des affaires qui n'ont pas de sens, comme j'ai parlé, les sous. Il y a des affaires là, qu'on peut voir arriver. Là, le personnage de Maya, qui on sait qu'elle travaille avec Killian, des affaires de même. Mais c'est tout le monde alentour. Gwyneth, ok, est correct. Je trouve qu'elle n'a pas assez de présence dans tout le film pour vraiment faire une marque. Mais tu sais, c'est peut-être le plus qu'elle a dans tous les 4 films, dans le fond, là, depuis Iron Man 2008. Iron Man 2, Avengers qui retourne, puis le film d'aujourd'hui, c'est probablement ce qu'elle a de plus important à faire. Mais c'est quand même très... c'est quasiment pas conséquent au film, sinon pareil. Sinon, elle pourrait être quasiment la demoiselle en détresse. Le personnage de Maya aussi n'a pas vraiment d'impact sur le film. Sinon, ben c'est ça. On a Guy Pearce qui est comme la menace. Bon, tu sais, puis il y a Ben Kingsley aussi. C'est sûr que quand Ben Kingsley aussi, on voit que c'est juste un gars avec des problèmes de substance. Je trouve que ça perd beaucoup un peu ses jambes, un peu pour son personnage. Mais tu sais, j'aimais quand même un peu le fil qu'on avait Ben Kingsley là-dessus. Mais c'est ça, tu sais... ça se rapporte tout finalement là, à Guy Pearce. Puis, tu sais, je l'aime dans tous les côtés, là, dans Super Vilain. Autant, en guillemets, intellectuel que le côté physique aussi. Là. Qu'est-ce qui se passe là, tout sur le port aussi, le combat, la menace qu'il est capable d'apporter. Que j'aime mieux avoir ça que d'avoir comme tout un combat de CGI comme on avait eu avec Whiplash. Ou Ironmonger, je pense qu'il s'appelait, là, Jeff Bridges dans le premier film. Puis j'aime mieux ça, dans le fond, comme finale. C'est plus personnel, c'est moins juste du CGI. Puis, fait que pour finir là-dessus, au total, que je trouve que c'est une belle fin au personnage. Si, mettons, on se dit, bon, ben c'est la fin de la trilogie. Il y a eu comme un dérapage ou quelque chose de même qu'on s'est ramassé dans Avengers, mais c'est ça, à quelque part, on a eu une histoire entre les deux films. Un spin-off ou quelque chose de même. Puis, mais tu sais, pour clore la trilogie 1, 2, 3, mais tu sais, t'as pas le choix d'avoir Avengers au travers de ça. C'est un film là, qui se tient bien, mais tu sais, bon, à aujourd'hui, je vais dire toujours Avengers, c'est le meilleur film, là, mais tu sais, en ranking, bon, c'est probablement Iron Man 3. Après ça, c'est quoi? Thor, Incredible Hulk, puis ou en tout cas Captain America, quelque chose de même, là, un peu là, au travers de ça. Puis Iron Man 2. Là. Fait que, tu sais, c'est bon, le seul rouge, là, c'est vraiment Iron Man 2 à date. Puis le film d'aujourd'hui, là, il est encore très solide. Comme que je pense que je vais marteler un petit peu pas mal là, depuis un bon bout là, à la fin du podcast. Fait que c'est pas mal tout pour aujourd'hui. Dans 2 semaines, on va continuer là, la rétrospective. On va parler là, de Thor, The Dark World, que j'ai vu une fois ou deux. Là, je pense que je les avais réécoutés pour voir Thor Ragnarok. Fait que c'est ça qu'on va parler au prochain épisode là, dans cette rétrospective. Sinon, ben, on va continuer. Là, on s'en va là, vers le film de Mortal Kombat dans quelques semaines. Puis on va finir on va parler d'une couple d'affaires là, dans les prochaines semaines. Là. Mais bon. Fait que, entre-temps, n'hésitez pas à parler là, du podcast là, sur les réseaux sociaux, republier à des gens là, qui aiment les films de Marvel. Je suis pas le plus grand connaisseur, mais en même temps, j'étudie les films comme qu'ils sont. En tout cas, vous savez que le produit que j'ai à offrir. Fait que si vous pouvez repartager, renvoyer ou suggérer à des amis d'écouter le podcast là, que ça pourrait les intéresser, ben vous êtes les bienvenus. Sinon, ben vous pouvez toujours suivre le podcast ailleurs aussi. Si mettons si vous ne suivez pas le podcast sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram ou sur
sur Twitter là, ou X, ben c'est correct quelque part. Là, sinon, vous pouvez quand même aider le podcast sur l'application que vous l'écoutez, ben, au moins mettre des étoiles, 5 autant que possible, pour aider à la visibilité du podcast. Sinon, ben, vous pouvez faire un don au podcast, dans le fond, pour pouvoir... je vais couvrir votre film, dans le fond, là, dans, en guillemets, le feed régulier, là, le feed du lundi. Puis, dans le fond, sinon, ben, pour 25$, je vous couvre 3 films. C'est vous qui décidez, dans le fond, du film que je vais faire cette semaine-là, que je vais m'appuyer pour faire. Mais c'est ça, c'est juste un petit don au podcast. Sinon, ben, il faut juste pas qu'il soit franchisé, puis il faut pas qu'il soit... faut que je sois capable de les écouter aussi, là. Fait que c'est ça pour ça. Mais sinon, d'ici le prochain épisode, Avengers, assemblez-vous. Everybody wants a happy ending, right? But it doesn't always roll that way. Merci d'avoir écouté cet épisode de Premier Visionnement. J'espère que vous vous êtes bien amusés. I can do this all day. Yeah, I know. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la couverture d'un autre film. We can't protect the Earth, you can be damn well sure we'll avenge it. Si vous voulez entre-temps regarder le catalogue complet du podcast et télécharger des épisodes passés, rendez-vous sur premiervisionnement.com. I'm nothing without this suit. If you're nothing without this suit, then you shouldn't have it, okay? Vous pouvez aussi suivre le podcast sur plusieurs plateformes, dont Apple Podcast, Spotify, Podbean, Google Podcast, Amazon Music et YouTube. N'hésitez pas à donner une critique de 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. I have an army. We have a hope. Vous pouvez également suivre Premier Visionnement sur Facebook et Twitter pour rester informé de nouveaux épisodes. I recognize the council has made a decision, but given that it's a stupid-ass decision, I've elected to ignore it. Premier Visionnement a besoin de votre aide pour grandir. Vous pouvez partager le podcast avec vos amis qui s'intéressent au cinéma de tout genre. Truth is, I am Iron Man. Le podcast a également besoin de votre support monétaire pour continuer. Avec un don de 10$ pour un ou 25$ pour 3 films non franchisés disponibles sur Netflix ou n'importe quel support nécessitant pas un achat, le podcast s'engage à couvrir votre choix dans les 3 mois pour vous remercier de votre don. Sit down. Final warning. En espérant vous voir au prochain épisode. There was an idea called the Avengers Edition. The idea was to bring together a group of remarkable people, see if they could become something more. See if they could work together when we needed them to fight the battles that we never could.